Bonjour à tous. Merci d'être là aujourd'hui, si tôt. Je me présente rapidement. Xavier Nodo, je travaille au sein de l'agence Virtua, pour laquelle je gère toute la partie SEO et Web Analytics avec mon équipe. Et aujourd'hui, je suis accompagné de Monsieur Raphaël Lee. Bonjour, je suis responsable du département digital à la Fondation de la Haute-Horlogerie. Et donc aujourd'hui, on va vous parler du détournement de l'e-commerce. En fait, de comment est-ce qu'on peut avoir une manière un peu plus smart de réfléchir à peu près tout et n'importe quoi autour de l'e-commerce. Rapidement, un petit sommaire. Donc la présentation va vous être faite du coup par Raphaël. En gros, l'histoire, c'est de se dire que toutes vos relations clients sont uniques, mais que forcément, elles n'ont pas la même valeur. Et comme elles n'ont pas cette même valeur, il va falloir pouvoir quantifier, mesurer. Et c'est là qu'on va arriver sur le cas aujourd'hui de la Fondation de la Haute-Horlogerie qui avait cette problématique qu'on va vous présenter. Je vais vous faire une petite présentation de la Fondation avant de parcourir le cas plus précisément. L'ambition première de la Fondation de la Haute-Horlogerie aujourd'hui, c'est de susciter et de faire transmettre la passion de la haute-horlogerie dans le monde. Donc, si on voulait résumer un petit peu notre activité, nous essayons de promouvoir et de supporter toute une industrie dans le monde. Cela, on le fait au travers de 4 grandes activités qui sont informer, former, labelliser et organiser. Je vais passer rapidement au travers de ces 4 activités. La première, informer, elle parle pour elle-même. La seconde, celle de former. Nous formons essentiellement des personnels de vente, mais pas sur la technique, mais sur la connaissance horlogère, parce que nous partons du principe que mieux on connaît les produits, plus facile est de les vendre. Notre troisième activité est celle de labelliser. Nous définissons l'horlogerie, la haute horlogerie et également les marques de haute horlogerie avec une quarantaine d'experts partout dans le monde que nous réunissons chaque année pour discuter à la fois des critères et des entrées ou des sorties des marques dans le périmètre de la haute horlogerie. Et enfin, nous organisons des salons et je pense que certains d'entre vous connaîtront le Salon international de la haute horlogerie qui a lieu ici à Genève tous les ans. Si on vient aujourd'hui pour vous présenter ce cas, c'est que dans notre activité d'informer, nous avons un magazine horloger qui est le HH Journal, ici présent. Et il faut savoir que quand le département digital de la Fondation est très récent, il n'a que 3 ans. Et quand je suis arrivé il y a 3 ans, ce n'était pas dans la nature de la FHH de calculer la performance, de mesurer les performances. Et puisque c'est une fondation qui est essentiellement à but philanthropique. Et le souci, quand je suis arrivé, c'était de pouvoir répartir les investissements. Et pour cela, il fallait que je fasse des choix par rapport à la performance de la totalité de nos outils. Et quand j'ai sollicité Xavier, je souhaitais partir du postulat que la seule chose que nous avions à proposer à notre audience, c'était du contenu. Et qui dit contenu, dit consommation de contenu. Et pour nous, la seule monnaie d'échange qui constitue une transaction entre du contenu et un achat de contenu, ça passe par à la fois le temps et l'attention qu'on porte à la fondation et en l'occurrence à nos articles. Pour ce faire, il nous fallait caractériser cette monnaie d'échange et puis la traquer pour savoir si nos investissements étaient bons, s'il fallait ajouter plus d'argent ou si au contraire il fallait qu'on répartisse nos budgets sur d'autres activités. Et c'est ce que Xavier va vous montrer aujourd'hui. Du coup, si on résumait un peu le besoin, ça serait aujourd'hui comment traquer la performance du site qui ne fait pas de pub, qui ne vend pas de produits, qui n'a aucun moyen d'autre que de regarder au final l'engagement de ses internautes sur ces articles. Comment est-ce qu'on peut mesurer tout ça? Alors aujourd'hui, on a des métriques relativement classiques que vous pouvez suivre, comme les sessions ou les visites, le nombre de pages vues par article, le temps sur le site ou les pages vues par session. Le problème aujourd'hui, c'est que ça ne qualifie en rien. C'est-à-dire que ça nous donne un indice, mais à aucun moment, ça va nous donner la moindre information concernant l'engagement de vos internautes sur votre site. Du coup, l'idée était
créer un nouveau KPI, une nouvelle mesure, en se basant bien entendu sur Analytics, afin de mesurer la notion d'information qui est faite sur le site. À quel point est-ce que la FHH réussit à informer ses utilisateurs et à les impliquer. Donc l'objectif final, c'est de matérialiser au final la valeur produite par chacun de ces contenus. La réponse du coup qu'on a décidé d'apporter, c'est de se pencher, comme le disait Raphaël, sur la notion d'engagement. Qu'est-ce que l'engagement aujourd'hui? C'est via une approche e-commerce qu'on a décidé de l'apporter. C'est-à-dire que qu'est-ce qui se mesure mieux que l'e-commerce? Aujourd'hui, tout tourne autour de ça. Quasiment la majorité des sites vont essayer de vous vendre quelque chose, de manière plus ou moins déguisée. Mais dans l'idée, une approche e-commerce nous permet d'avoir une valeur, nous permet d'avoir une quantité de produits et surtout tout un tas d'informations préalables avant l'achat qui vont être importantes. Et c'est pour ça qu'on a exploité l'e-commerce amélioré de Google Analytics. Donc c'est un produit qui a 3 ans à peu près, donc qui commence à arriver vraiment à maturité sur le marché. Et on a détourné cet outil pour un site purement de contenu. C'est-à-dire que le site n'a pas de panier, n'a pas de produit, n'a pas de tunnel d'acquisition. On a décidé de recréer tout ça juste en modifiant quelques petits trucs. Première étape, la conversion. Ce qu'on a décidé de choisir comme KPI, c'est 2 éléments. Vous l'avez peut-être vu tout à l'heure quand on a regardé le site. Il existe un marqueur pour chacun des articles basé sur un algorithme qui estime le temps de lecture pour chacun de ces articles. Ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est basé là-dessus en estimant que pour qu'un article soit considéré comme engagé, 80% du temps passé sur la lecture doit être fait. C'est-à-dire que sur un article de 4 minutes, il nous faut au minimum 3 minutes, 15, un peu moins, environ 3 minutes, plus un article parcouru à 100%. Et dans ce cas-là, on va se baser sur le scroll de la page. Donc une fois que ces 2 éléments-là sont atteints, on va avoir une conversion. Ce qui va nous remonter comme information, parce que c'est bien beau de vous dire, voilà, on va avoir un KPI, c'est génial. Ce qui est important, c'est de savoir ce qu'on va mesurer, ce qu'on va pouvoir lire sur notre interface d'Analytics. Si on prend une conversion classique, on va avoir ces informations. Un chiffre d'affaires, la marque des produits, le produit qui a été acheté. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a transposé tout ça en un chiffre d'affaires qui est au final le temps passé sur l'article. Alors, pour ceux qui connaissent, c'est très inspiré de Simo Ahava, éminente personne dans le monde de l'analytics, qui lui utilise en l'occurrence le nombre de mots. Nous, on a préféré se baser sur le temps. Au niveau de la marque, on a précisé l'auteur. Et le produit restait au final le nom de l'article. Quelques learnings qu'on a directement pu avoir juste en se basant sur les notions de conversion. On a déjà détecté 2 villes principales, donc pour un site qui est à la base international, on a surtout 2 villes qui ressortent aujourd'hui, Londres et Paris, qui sont les villes avec le plus d'utilisateurs engagés. Ça nous permet quoi? Ça nous permet de mieux cibler. On parlait juste avant de campagne, de ciblage, d'audience. C'est exactement ce qu'on va vouloir déterminer. Avec ça, on est capable de se dire, en fait, si je fais des campagnes Facebook, je sais déjà où je vais mettre le curseur par rapport à une population qui sera plus apte à être engagée. Ce qu'on voit aussi, au final, et ça c'est très intéressant pour les rédacteurs, c'est qu'au final, plus de 60% des articles qui ont été lus à fond sont des articles d'une durée de 4 minutes. Ça nous permet de prévoir la stratégie édito et d'éviter de passer du temps sur des articles de fond ou des articles trop courts qui au final ne vont pas engager. Maintenant qu'on a ce KPI, l'avantage c'est qu'on va pouvoir aller plus loin. Parce que l'e-commerce amélioré, c'est pas juste pour vous dire ok c'est cool, je peux convertir. Bon, c'est bien, mais ce qui est bien, c'est ce qui se passe avant. C'est comment les internautes se propagent sur le site, comment est-ce qu'ils en arrivent jusque-là. Et là, on arrive au tunnel d'achat. Et c'est là que ça devient intéressant. Un tunnel d'achat classique, on va passer par un produit vu, une mise en panier, X formulaire et un achat. L'achat, on le connaît déjà, on vient de le voir. La question, c'est comment est-ce qu'on a géré les étapes d'avant? En fait, tout simplement, on a essayé de paralléliser avec un produit vu, un article qui est affiché à l'écran. Jusque-là, plutôt basique. La mise en panier, on a considéré que c'était un premier engagement de l'internaute avec un scroll à minima de 25% de la page. Ensuite, on a déterminé de manière arbitraire des étapes supplémentaires à 50, 75 et 100% de scroll dans la page. Mais ce qui permet de faire l'achat final,
c'est le temps. Pourquoi? Parce qu'on s'aperçoit très souvent, et on va le voir dans les graphes juste après, que le temps fait tout. Et que beaucoup de gens, au final, viennent sur le site, lisent en travers, regardent les images, et s'en vont. Donc on va avoir un taux de scroll à 100%, on va avoir une déperdition qui va être relativement faible jusque-là, et tout arrive à ce moment-là. Alors on peut se dire, oui, c'est l'intérêt qui est porté aux articles, mais pas forcément. On est quand même dans un secteur de niche, avec un ciblage qui est relativement précis. C'est quand même une question de consommation et d'usage des internautes. Voilà ce que ça donne. Là, on a une vue globale. Je vais rentrer dans le détail. Donc ça, c'est l'interface e-commerce améliorée que vous avez sur Analytics. C'est ce que vous pouvez avoir juste en configurant le module d'e-commerce amélioré sur votre site. Si je rentre dans le détail, on va voir le nombre de sessions qui vont entrer sur votre site, qui nous donne juste après le nombre de sessions qui ont vu un produit. Dans notre cas, le nombre de personnes qui ont vu un article. On voit quand même qu'on a une sacrée déperdition puisqu'on est qu'à 63% déjà à ce niveau-là. Imaginez ça sur un site e-commerce classique. Quand on a une déperdition de plus de 60% de personnes qui viennent sur votre site et qui ne voient aucun produit, considérez ou reconsidérez les campagnes médias ou l'achat de trafic que vous faites. Ensuite, on va voir les sessions avec les mises en panier. Donc, c'est des gens qui sont arrivés sur l'article et qui ont commencé à scroll. Là, on a la session avec paiement. Donc, le parallèle, pour info, c'est les sessions avec 50% de vues de l'article. Et enfin, on a la conversion finale. Mais ce qui est bien, c'est qu'il y a un petit zoom qui est possible. Juste ici, entre les deux. Et on en revient à la vision qu'on avait sur le premier schéma, avec notre vision à 50, 75, 100%. Et là, on voit bien que la chute se fait après le 100%. Donc, le nerf de la guerre au niveau de l'article se joue au final sur ce temps. Les gens ne lisent pas. Les gens survolent les articles. Premier earning, et pas des moindres. Donc, comme disait Raphaël, il y a des investissements quand même qui sont faits pour driver du trafic. Il y a du Facebook, il y a du native ads, il y a du search. Et au final, ce qui en ressort quand même, c'est qu'aujourd'hui, le search, enfin les campagnes search, je précise, et le native ads génèrent le moins de mise au panier. Donc, c'est-à-dire, ne génèrent pas de scroll. Les gens arrivent sur l'article, mais ne scrollent pas. Mais c'est très spécifique, juste à ces deux leviers. Tous les autres leviers sont aux alentours de 60 à 70% de taux d'engagement, quand ceux-là sont aux alentours de 20%. L'autre point, bon, vous allez me dire que c'est potentiellement logique, le desktop engage finalement beaucoup plus de personnes. C'est-à-dire qu'on a 8% des visites sur desktop qui vont lire et qui vont prendre le temps de scroll jusqu'à la fin, versus 5% sur le mobile seulement. Et par rapport aux conversions Facebook, le desktop représente 2 fois plus de conversions, et pourtant en termes de trafic, on est à 6 fois plus de pages vues sur le mobile comparé au desktop. Tout ça, c'est des learnings qu'on a pu ressortir grâce à cette implémentation. Troisième point, la liste des produits. Celui-ci est extrêmement intéressant et très souvent sous-estimé sur les sites e-commerce. On parle toujours d'impression avec le display, de clics, ce genre de choses. Mais on oublie très souvent qu'on peut le faire en fait sur notre propre site. Et ce qui se passe, c'est que vous allez avoir des listes qui vont afficher des produits, ou en l'occurrence des articles, donc des catégories, d'autres articles qui vont présenter d'autres articles. Ce qu'on a fait, de manière très simple, un nombre de pages vues qui correspond aux impressions. Donc à chaque fois qu'on a une page de catégorie qui est affichée, on va compter une impression. À chaque fois qu'un article sur cette catégorie va être cliqué, eh ben on va avoir une notion de clic. Mais en plus de ça, on va relever la position de l'article dans la liste. Donc on va commencer à avoir des notions de taux de clic par position, par article. Derrière, vous pouvez croiser les catégories, vous pouvez croiser les auteurs, vous pouvez croiser le temps de lecture, vous pouvez croiser énormément de choses. Et ça vous permet de faire un petit audit UX juste avec Analytics. Pas besoin d'aller faire du heatmap, pas besoin d'aller faire du Hotjar, etc. C'est quoi du coup les learnings par rapport à ça? Première chose, c'est qu'au final, c'est pas la home, c'est pas les pages catégories qu'on peut avoir en menu, etc. Au final, ce sont les articles qui sont les premiers apporteurs de trafic interne sur les autres articles, et de loin. Mais surtout, alors vous ne l'avez pas vu là, ils ont un système de lazy loading, donc de scroll infini si vous préférez. C'est-à-dire que quand vous visionnez un article, à la fin, vous avez la possibilité de soit choisir un des 4 articles pour accéder à un nouvel article, soit vous pouvez continuer de scroller pour continuer la lecture d'un autre article qui va être choisi de manière dynamique avec l'algorithme qui a été mis dans le site. Aujourd'hui, un tiers des utilisateurs scrollent.
Ça permet quand même de tuer un sérieux tabou sur la notion de oui, de toute façon, les utilisateurs ne scrollent pas, etc. Là, au moins, on l'a mesuré, on le sait. On sait que ces gens scrollent. Et très honnêtement, j'étais le premier surpris. Pour moi, ça ne marchait pas. Raphaël en était moins. Mais en attendant, voilà. Par les Il chiffres, a tenté de me dissuader quand même. par les chiffres, on démontre l'usage d'une techno et la validité d'un point. Une dernière phase, c'est un petit bonus pour aller beaucoup plus loin. Ce qu'on appelle l'identification. Parce que un des objectifs, donc il y avait plusieurs objectifs. Mesurer, d'un côté, la performance, faire des retours aussi pour les auteurs, pour les rédacteurs, pour leur donner un peu des guidelines, savoir comment rédiger, quelle est la cible, etc. Mais le troisième point qui était un peu latent, pas forcément un objectif principal, c'est au final d'identifier ces internautes. Une personne qui est engagée, c'est potentiellement un influenceur. C'est potentiellement quelqu'un qui peut évangéliser également le message. Du coup, ce qu'on a fait, c'est que on a créé des audiences, tout simplement, avec, sans engagement. Mais surtout, on a essayé de transformer ces audiences en personnes, de les identifier. Vous inquiétez pas, c'est légal ce que je vais vous présenter. Analytics a mis en place ce qu'on appelle le User ID. Le User ID vous permet de surcharger au final. Attendez, je vous montre, ça sera plus simple. Quand vous avez un internaute qui va arriver sur votre site, ce qui se passe de base, c'est qu'il va y avoir un identifiant unique qui va être placé. Je ne rentre pas dans les détails, c'est au niveau du cookie, etc. C'est un chiffre aléatoire qui est généré. Voilà, un chiffre aléatoire. Mais ce qui se passe avec le User ID, c'est qu'on peut réécrire cet identifiant unique. Et devinez où on le trouve? Dans notre base CRM. On a un espace de login aujourd'hui sur le site, ce qui fait que ces gens-là sont dans une base de données, on peut les identifier, on sait qui ils sont, et grâce au User ID, on est capable aujourd'hui de mettre en place un identifiant unique qu'on va pouvoir recroiser entre la base CRM et le comportement sur Analytics. Ça nous permet de faire quoi? Ça nous permet de sortir les top utilisateurs, les top consommateurs du site, et par exemple, pour un salon, au hasard, envoyer des billets au hasard à des personnes les plus influentes, ou en tout cas les plus engagées avec la marque. Voilà à quoi ça ressemble. On a notre achat. La personne, est-ce qu'on la connaît, oui ou non? Est-ce que notre ID a été connu ou non par rapport au User ID avec la base CRM? Non, malheureusement, c'est un utilisateur qui va rester inconnu. Donc on va peut-être avoir une stratégie de reciblage ou un peu plus une pression marketing pour que la personne se connecte sur le site, d'autant plus si elle est intéressante. Ou alors on sait, et dans ce cas-là, on sait exactement quels sont les utilisateurs sur notre site qui font cette performance. Merci à vous, et si vous avez des questions.